Compte rendu de la 85e réunion du Conseil de ministres. La Première ministre chef du gouvernement a présidé aujourd'hui, vendredi 3 avril 2026, à la Cité de l'Union africaine par délégation conformément à l'article 79 alinéa 1er de la Constitution de la République, la 85e réunion du Conseil de ministres. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir communication du président de la République chef de l'État, point d'information, approbation d'un relevé des décisions de Conseil de ministres et enfin examen et adoption de textes. La communication du président de la République lue par la Première ministre chef du gouvernement a porté sur un point unique, à savoir la qualification des Léopards pour la Coupe du Monde 2026. Le président de la République a suivi, avec une immense fierté, la brillante victoire de notre équipe nationale, les Léopards de la République démocratique du Congo, face à la Jamaïque dans la nuit du 1er avril 2026. Par cette performance remarquable, nos joueurs viennent d'honorer la nation tout entière et d'ouvrir à notre pays la voie de la qualification à la Coupe du Monde, marquant ainsi le retour de la République démocratique du Congo à cette prestigieuse compétition internationale après 52 années d'absence. Au nom du peuple congolais et en son nom propre, il a adressé ses félicitations les plus chaleureuses aux joueurs, au staff technique ainsi qu'à l'ensemble des encadreurs de l'équipe nationale dont l'engagement, la discipline et l'essence du patriotisme ont permis d'écrire cette page importante de notre histoire sportive. Il a saisi également cette occasion pour appeler à une mobilisation tous azimuts de nos compatriotes afin de réserver à nos léopards, véritables ambassadeurs de la fierté nationale, le jour de leur retour à Kinshasa, un accueil vibrant, enthousiaste et à la hauteur de l'exploit accompli. Que cette qualification historique inspire notre jeunesse et renforce la confiance de notre peuple dans ses capacités. Toutefois, il a tenu à rappeler que la victoire contre la Jamaïque ne constitue pas une finalité en soi. Elle doit plutôt être considérée comme une étape vers un objectif plus ambitieux. Notre nation doit nourrir l'ambition légitime de porter haut les couleurs de la République démocratique du Congo sur la scène sportive internationale et de viser avec détermination et persévérance la conquête de la Coupe du Monde. Cette ambition n'est pas un simple rêve, mais l'expression d'une volonté collective de hisser notre football au rang des grandes nations sportives. Elle appelle à la mobilisation de toutes les énergies, celle de nos joueurs, de nos encadreurs techniques, de nos dirigeants sportifs, ainsi que de l'ensemble du peuple congolais qui, à travers sa passion et son soutien indéfectible, demeure le premier moteur de nos succès. Avec la foi en Dieu, l'unité nationale, la discipline, le travail et les efforts conjugués de tous, cet espoir est non seulement permis, mais pleinement à notre portée. Dans cette perspective, le président de la République a engagé le gouvernement à se mobiliser afin de réunir toutes les conditions nécessaires à une préparation optimale des Léopards. À cet effet, le ministre des Sports et Loisirs est instruit d'élaborer et de soumettre dans les meilleurs délais un plan stratégique et holistique de préparation de l'équipe nationale, couvrant notamment les aspects techniques, logistiques, médicaux, organisationnels et psychologiques. Le vice-premier ministre, ministre du Budget, ainsi que le ministre des Finances sont instruits de demeurer en alerte afin de répondre avec diligence à toute sollicitation pécuniaire dûment justifiée et conforme aux exigences de cette préparation nationale. Il a tenu également à souligner qu'il suivra personnellement l'évolution de ces dossiers qui revêt une importance particulière pour l'unité, la fierté et les rayonnements internationaux de notre pays. Un rapport d'évaluation et de suivi est à présenter chaque vendredi au Conseil de ministres. Prenant la parole pour son intervention, après avoir lu la communication du président de la République,
La Première ministre chef du gouvernement est revenue quant à elle sur la nécessité de renforcer la stratégie du gouvernement dans la captation et la sécurisation du flux d'or en République démocratique du Congo. Elle a mis en place une équipe de travail constituée des experts de ministères et services techniques concernés en vue de dégager les réponses pertinentes aux préoccupations soulevées par les présidents de la République lors de la 79e réunion du Conseil de ministres du vendredi 20 février 2026. Les travaux de la Commission ont permis entre autres d'identifier diverses pistes de solutions, notamment la finalisation de la révision du manuel des procédures de traçabilité des produits miniers, de l'extraction à l'exportation, la conclusion du processus des révisions du décret du Centre spécialisé d'achat, de commercialisation et d'exportation de l'or issu de l'exploitation artisanale, notamment en ce qui concerne la procédure et la fiscalité, la bancarisation progressive de coopératives minières ainsi que des négociants, l'effectivité du déploiement de l'inspection générale de mines et du Centre d'expertise, d'évaluation et de certification de substances minérales précieuses et semi-précieuses CESC au niveau de postes frontières et frontalières. Le renforcement de la participation de la RDC au comité d'audit ainsi qu'à l'exécution du plan d'action du mécanisme régional de la certification de la CIRGEL. Compte tenu de l'enjeu stratégique, elle a demandé au ministre de Mines de prendre en compte les recommandations ainsi formulées en procédant dans le meilleur délai à son implémentation dans une province pilote, en l'occurrence les Hauts-Touélé. Au deuxième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif aux points d'information, 11 points d'information ont été présentés au Conseil de ce jour, en commençant par celui portant sur l'État et l'administration du territoire, présenté par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Au cours de la semaine qui s'achève, l'état d'esprit de la population a été marqué principalement par la liesse populaire traduite par des scènes de joie spontanée suite à la victoire de notre équipe nationale contre celle de la Jamaïque, synonyme de la qualification à la Coupe du Monde 2026, intervenant 52 ans après la première participation de notre équipe nationale à cette compétition. Au chapitre sécuritaire, le vice-premier ministre a informé du Conseil de la persistance des incursions des ADF dans les localités à travers les territoires de Mambasa, où il a été noté les 31 mars et le 1er avril 2026 des incursions dans la localité des Bakafoa, chefferie des Bandaka, dont les bilans indiquent 43 civils tués. Il est également signalé l'incendie du campement de forces de défense et les pillages des villages Kalitafu et Mepa. Les dispositions ont été prises avec les gouverneurs militaires du Lituri pour prendre des mesures qui permettent de contenir les attaques de ces types, principalement œuvres terroristes des ADF-MTN. Au sujet du banditisme et de la criminalité, il a fait le point sur la réunion interinstitutionnelle qu'il a présidée le 30 mars 2026 avec la participation du ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceaux et les représentants du Conseil supérieur de la magistrature. Ces échanges ont permis d'identifier les causes profondes des recrudescences de la criminalité dans nos villes et cités impliquant des hommes en uniforme, porteurs d'armes, à savoir le déficit des disciplines et de commandement dans certaines unités, la prolifération des armes légères, l'insuffisance des mécanismes et des contrôles internes et des sanctions. Des mesures ci-après ont été prises. Les financements de l'opération de contrôle dite lutte contre la détention illicite des armes afin de lutter contre la circulation illicite des armes légères et des petits calibres. L'instruction au chef d'état-major général des FARDC ainsi qu'au commissaire général de la police nationale afin de sanctionner chacun en ce qui les concerne les éléments auteurs ou vecteurs de la prolifération des armes légères qui est à l'origine de cette nouvelle forme de criminalité urbaine. L'intensification des audiences foraines reconnues pour leur effet dissuasif et pédagogique, la mise sur pied d'une cellule de suivi, ministère de l'Intérieur, ministère de la Défense, ministère de la Justice, Conseil supérieur de la magistrature afin d'assurer les monitorings tout au long de la chaîne pénale. Des cas liés aux catastrophes naturelles et aux intempéries ont été notés dans certaines provinces, particulièrement des cas d'incendie dans les provinces du Haut-Katanga, Kinshasa, Congo central, Haut-Touélé en Ituri, causant des dégâts matériels importants. Les causes sont généralement dues au non-respect des règles et directives ainsi que de normes dans les circuits des distributions de l'énergie électrique.
Pour sa part, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a informé les membres du Conseil de la situation opérationnelle et sécuritaire dans la province du Nord Kivu, ainsi que celle du Sud Kivu, où les forces armées de la République démocratique du Congo restent en alerte et déterminées à défendre leurs positions et les populations contre la coalition d'agression. Dans le territoire de Walikale, en province du Nord Kivu précisément, les forces armées de la République démocratique du Congo s'activent pour la mise en œuvre de ce qui a été convenu à Washington au sujet de la question des FDLR. Dans la province de l'Ituri, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, est aussi revenu sur l'incident évoqué plus haut par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, avec la précision notamment sur les forces armées de la République démocratique du Congo qui s'emploient à absorber cette violence et à proscrire toute forme de déplacement de population pour s'assurer de leur sécurité dans les endroits où ils se trouvent, en territoire des Djougou, en plus de la découverte d'une troisième cache d'armes appartenant à la coalition CRP Zaïre et la reddition des 14 éléments CRP signaux positifs, les FARDC poursuivent la traque des éléments résiduels qui se caractérisent par des attaques contre la population civile et les embuscades. Dans le Haut-Katanga, le chef d'état-major général des FARDC a lancé l'opération visant la neutralisation des insurgés. Toujours sur ces chapitres sécuritaires, le ministre délégué chargé des anciens combattants a pu faire le point de l'évolution de la situation sécuritaire spécifiquement dans les périphéries de la ville-province de Kinshasa ainsi que dans la province du Maïndombe avec l'opération contre les Mobondo. Au sujet de l'évolution de la situation récente sur les marchés d'échange ainsi que de biens et services, le gouverneur de la Banque centrale, intervenant comme invité au Conseil de ministres de ce jour, a indiqué que la conjoncture économique demeure globalement stable, soutenue par une inflation maîtrisée et une dépréciation modérée de la monnaie nationale. Au cours de la 4e semaine de mars 2026, les taux d'inflation hebdomadaire s'est établi à 0,20% contre 0,19% la semaine précédente. En variation mensuelle, les taux d'inflation s'est établi à 0,71% au mois de mars contre 0,59% en février. Entre-temps, le taux d'échange du franc congolais s'est fixé à 2284,36 CDF pour $1 américain à l'indicatif et 2303,75 CDF sur le marché parallèle. Par rapport à la semaine précédente, la monnaie nationale s'est dépréciée de 0,38% à l'indicatif et de 0,07% au parallèle. En rythme hebdomadaire, les cours mondiaux des principaux produits des bases intéressant l'économie congolaise se sont globalement bien comportés, considérant les facteurs de risque, notamment sur les plans externes liés à la contraction marquée par la production pétrolière dans les pays du Golfe, entraînant une hausse des prix du pétrole au-delà du seuil de $100 américains le baril, la hausse des coûts du transport maritime et les risques d'attaque contre des infrastructures énergétiques au Moyen-Orient, les gouverneurs de la Banque centrale du Congo a formulé des recommandations au gouvernement. Il a notamment insisté sur la perception des impôts, taxes et redevances en monnaie nationale uniquement afin de soutenir la demande de francs congolais, le renforcement du dispositif de suivi des prix de produits pétroliers et des coûts logistiques et la diversification de sources d'approvisionnement énergétique. Au sujet de la situation épidémiologique, le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention sociale a d'abord dit au gouvernement avoir mis fin à la riposte contre l'épidémie des Mpox et que dorénavant, il n'entretiendra le Conseil que sur l'évolution de la situation épidémiologique liée au choléra. À la 12e semaine épidémiologique, la situation montre une hausse des cas suspects passant de 1109 à 1158, avec 5 décès enregistrés, soit une létalité de 0,5% contre 0,9% la semaine précédente. La notification du nombre des cas est toujours au-dessus de la barre de 1000 cas par semaine. La province du Sud Kivu est la plus touchée au cours de cette semaine, avec 191 nouveaux cas suspects et un décès.
Dans la prison centrale de Makala à Kinshasa, la situation est désormais maîtrisée avec plus de 10 jours consécutifs sans notification des cas suspects ni des nouvelles hospitalisations. Par contre, quelques cas suspects de choléra ont été notifiés dans la prison de Mbanza-Ngungu. Au 1er avril 2026, les cumuls s'élèvent à 148 cas, dont 14 décès. Au total, 2 pavillons sont touchés sur 11 que compte cette prison. Des actions de riposte sont en cours et d'autres sont envisagées pour renforcer la riposte et venir à bout de cette épidémie. Note d'information relevant du secteur de l'éducation nationale, la ministre d'État, ministre de l'Éducation et Nouvelle Citoyenneté, a informé le Conseil de l'état d'avancement de l'assainissement du fichier de paie du secteur éduc-NC et sécurisation du paiement de la prime de gratuité. Depuis janvier 2026, ces processus internes de vérification et des redressements du fichier de paie préparé par la DINACOPE a été lancé. Cette démarche est motivée par des signaux concordants d'irrégularité administrative, technique et financière affectant la sincérité du fichier et la régularité de certaines imputations de paie. Cet exercice, a-t-elle précisé, ne se substitue nullement à l'audit gouvernemental en cours. Il vise au contraire à mettre à la disposition du gouvernement un premier niveau de fiabilisation sectorielle sur un champ particulièrement sensible, tant sur le plan budgétaire que sur le plan social. Il n'en ressort que du poids du fichier 700 249 agents payés en mars 2026, dont 624 081 enseignants, 11 697 au maternel, 378 017 au primaire, 234 367 au secondaire et 76 168 administratifs. De la ponction irrégulière constatée, 32 732 enseignants du niveau primaire touchés en janvier 2026 par une ponction irrégulière sur la prime de la gratuité, des corrections immédiates, régularisation opérée dès février 2026 au profit de 32 732 enseignants concernés, des anomalies résiduelles relevées en mars 2026, 788 enseignants du primaire encore non payés à la prime de gratuité et 33 938 sous-payés. Des paiements hors cible identifiés, 470 enseignants du maternel et du secondaire, indûment bénéficiaires de la prime de la gratuité, ainsi que 148 administratifs irrégulièrement pris en charge sur des lignes à vocation sociale. Les principaux enseignements à tirer ont été expliqués. La portée sociale et budgétaire des mesures a été évoquée avant de se pencher sur des mesures conservatoires, administratives et disciplinaires qui ont été prises afin de sécuriser les traitements du fichier, d'interrompre les manipulations non conformes et de renforcer la chaîne de responsabilité. Ainsi, l'action engagée contribue déjà à un double objectif d'intérêt national, protéger la portée sociale de la gratuité de l'enseignement primaire et renforcer la sincérité de la dépense publique. La 6e note d'information a porté sur les secteurs de la formation professionnelle où le ministre d'État a entretenu le Conseil de la publication des épreuves certificatives édition 2025 sur 1432 centres. Un total de 16 565 candidats ont pris part aux épreuves, dont 7 200 femmes, témoigne ainsi l'engagement croissant de la jeunesse congolaise, en particulier de la jeune femme, dans l'acquisition des compétences professionnelles, ce qui découle de l'impact de toute la série des formations gratuites dispensées pendant cette période. À l'issue des évaluations, 14 836 candidats ont été admis, parmi lesquels 6 644 femmes, soit un taux global de réussite de 89,6%. Ces résultats témoignent des efforts conjoints du gouvernement, des inspecteurs de la formation professionnelle, des encadreurs pédagogiques ainsi que des apprenants en vue d'améliorer la qualité de la formation professionnelle dans notre pays. Par ailleurs, sur les 122 filières de formation professionnelle reconnues, 99 filières ont été effectivement évaluées, donnant lieu à la sélection de 99 meilleurs lauréats, soit un par filière, en dépit des contraintes matérielles et financières sur lesquelles
le gouvernement travaille, les ministres d'État, ministres de la formation professionnelle, à rassurer que les épreuves certificatives de l'édition 2025 se sont effectivement déroulées sur toute l'étendue du territoire national, y compris dans certaines zones en proie à l'insécurité. Avec le Parlement, a fait état du suivi de l'exécution des recommandations du Parlement au gouvernement. Il a indiqué que l'évaluation au niveau d'exécution des recommandations de l'Assemblée nationale et du Sénat, issues des synthèses de rapports de vacances parlementaires, constitue un exercice de redevabilité d'une importance capitale. Elle a permis de recueillir auprès des membres du gouvernement des réponses précises et pertinentes aux préoccupations légitimes relayées par les élus du peuple. Cet exercice a offert aux ministres sectoriels l'opportunité de passer au crible ensemble des recommandations et de valider les progrès réalisés dans la mise en œuvre des projets. Ces résultats traduisent directement les desiderata de nos populations, analysés province par province et secteur par secteur, garantissant ainsi une action publique au plus proche des besoins des citoyens. Dans le cadre du renforcement de la collaboration entre les pouvoirs législatifs et exécutifs, le ministère de Relations avec le Parlement a dressé un bilan exhaustif du niveau d'exécution des recommandations de l'Assemblée nationale et du Sénat adressées au gouvernement. Il a réaffirmé son engagement à accompagner les ministres sectoriels dans cet exercice de redevabilité, l'enjeu étant des tailles en vue de transformer les recommandations parlementaires en actions concrètes pour le développement de nos provinces et l'amélioration du quotidien des Congolais. Note d'information relevant du secteur de l'emploi et du travail. Le ministre de l'Emploi et du Travail a évoqué la nécessité de l'amélioration du climat social et le renforcement du dispositif national de développement des compétences. En exécution de l'instruction du président de la République donnée lors de la 58e réunion du Conseil des ministres, un contrôle dans les secteurs du placement de la main-d'œuvre locale a été déclenché. Le rapport fait état de 625 services privés de placement répertoriés, dont 233 en ordre et 402 œuvres dans l'irrégularité suite notamment au manque d'agrément par le ministère de l'Emploi et du Travail, à l'absence des contrats du travail, l'absence d'une prise en charge médicale, la non-application du SMIC et les non-réversements des cotisations sociales et de l'impôt sur les personnes physiques. Face à cette situation, il a proposé au Conseil la prise d'acte des mesures suivant notamment un moratoire de 30 jours pour faciliter un transfert aisé des contrats de travail vers les sociétés en ordre avec la législation en vue de garantir la continuité de l'emploi et la prise en charge des emplois dans l'illégalité, et ce, après un ultime moratoire de 30 jours. Sur un autre volet, le ministre de l'Emploi et du Travail a rassuré de la fin de travaux des constructions des centres de l'INPP de Maluku, Kolwezi et Kisangani. Ces ouvrages sont à ce jour prêts à être inaugurés. En ce qui concerne le centre de l'INPP de Kalemi, dont l'instruction présidentielle a été donnée lors de la conférence de gouverneurs que cette ville avait abrité, il a précisé qu'un terrain a déjà été acquis sur fonds propres de l'INPP avec la facilitation des autorités provinciales du Tanganyika. Autant les études des faisabilités sont bouclées, autant les budgets globaux de construction attendent d'être financés. Tombée du premier sommet 2025 à Dubaï. Au terme de ces assises, un catalogue des projets nécessitant des investissements pour un montant global de 6 milliards de dollars américains pour le développement du tourisme en Afrique avait été retenu. Sur ces montants, 1 882 milliards, plutôt 1 milliard 882 millions. Le ministre du Tourisme a rassuré que 4 de nos projets présentés avaient retenu l'attention des Émiratis. Il s'agit des projets ci-après, les développements du circuit des aires protégées de l'ouest de la RDC, notamment les jardins zoologiques et botaniques de Kinshasa, parc marin de mangrove de Mwanda, parc national de Kundelungu, réserve de Mbombo-Lumene, la rénovation et le développement du village touristique de Lansele, les développements des circuits touristiques Mwanda-Kinshasa-Kananga et Kinshasa-Mbandaka, la réhabilitation et la modernisation du site touristique Hitona, les modalités pratiques et la feuille de route d'accès aux 10 fonds seront bientôt définies dans les cadres
d'un sommet qui se tiendra à Nairobi afin de tirer profit de ces investissements du secteur pour bien promouvoir et développer le tourisme. Le gouvernement, à travers son ministère et en collaboration avec le ministère du Plan, travaille à réaliser certains préalables dans la mise à disposition des fiches des projets d'investissement. Le ministre du Tourisme a sollicité la poursuite de ce travail en synergie et son élargissement aux ministères intervenant dans ces secteurs comme les finances, les budgets, les affaires foncières, les infrastructures et travaux publics pour permettre à notre pays de s'approprier pleinement de ces fonds à travers de projets de développement touristique. Note d'information relevant du secteur de la culture, la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine a informé le Conseil au sujet de la participation de la République démocratique du Congo à la Biennale de Venise en Italie, une tribune majeure du rayonnement culturel au niveau international. La participation de notre pays à cette biennale s'inscrit dans la droite ligne de l'élan porté par le président de la République visant à renforcer les rayonnements internationaux de la RDC et à consolider les instruments de son soft power. Cet événement de portée internationale constitue également une opportunité de plaidoyer en faveur de la paix, de la stabilité et de la valorisation de l'image du pays à l'international. Une sélection d'une dizaine d'artistes visuels congolais a été opérée, reflétant la diversité géographique et artistique du pays, incluant des créateurs issus des Kinshasa, des provinces du Haut-Katanga, du Nord Kivu ainsi que de la diaspora, en vue d'assurer une présence culturelle renforcée et cohérente. Autour du pavillon national, il est envisagé l'organisation d'activités artistiques et culturelles connexes en marge de l'expo officielle. Depuis le mois de janvier 2026, 2 commissions ont été mises en place. La première, à caractère technique, basée à Kinshasa, est chargée de la préparation logistique et financière des activités artistiques en marge de l'exposition. La seconde, composée des délégués du partenaire, pour assurer le suivi des activités en Europe ainsi que la coordination opérationnelle sur le site de la Biennale de Venise où la cérémonie d'ouverture interviendra le 9 mai prochain. Dernière note d'information soumise au Conseil des ministres de ce jour, relevant du secteur des droits humains, les ministres des droits humains ont entretenu le Conseil au sujet de l'évaluation de la résolution S37 du Conseil des droits de l'homme et la synergie avec les centres nord-sud du Conseil de l'Europe ainsi que la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. En effet, cette résolution porte principalement sur la lutte contre l'impunité. Pour ce faire, le Conseil des droits de l'homme avait décidé de mettre en place 2 mécanismes d'enquête qui devraient se relayer. D'abord, une mission d'établissement de faits et par la suite une commission d'enquête indépendante. Cependant, l'opérationnalisation de la commission d'enquête indépendante prévue pour le 31 décembre 2025 au plus tard n'est pas encore effective jusqu'à ce jour. Le Side Event organisé en marge de la 61e session du Conseil des droits de l'homme, initialement consacré à la publication du rapport sur la situation des droits de l'homme à Goma, Bukavu et environ, a été élargi à l'évaluation de la résolution S37. Dans ces cadres, les États ont été sensibilisés sur les violations massives des droits de l'homme commises par les Rwandais au Nord Kivu et au Sud Kivu, et ils ont pu, ensemble avec les acteurs impliqués, procéder à l'évaluation de la mise en œuvre de la Commission et l'impact des mécanismes de redevabilité sur terrain. Au jour du dialogue interactif organisé par le Conseil des droits de l'homme, tous les États ont articulé leurs interventions autour de 2 points, l'impératif de l'opérationnalisation urgente avant juin 2026 de la commission d'enquête indépendante, l'impératif de paix qui passe par le retrait sans condition de troupes rwandaises du territoire de la République démocratique du Congo et la cessation réelle de tout soutien au groupe AFC/M23. De ce qui précède, le ministre des Droits humains a annoncé une arrivée imminente de la commission d'enquête internationale à Kinshasa. Le Conseil a pris acte de cette note d'information, comme il a pris acte des notes d'information présentées par les 10 ministres précédents.
Au troisième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'approbation d'un relevé des décisions, les membres du Conseil ont approuvé les relevés des décisions prises lors de la 84e réunion ordinaire du Conseil de ministres du vendredi 27 mars 2026. Au dernier chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption d'un texte, projet de loi, les ministres d'État, ministres de la Justice et garde-sceaux a soumis au Conseil pour examen et adoption les projets de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu pour une période de 15 jours prenant cours le 17 avril 2026. Après débat et délibération, ces projets de loi ont été adoptés. Il est donc demandé à tous les Quinois, spécifiquement ou à tous les compatriotes, de se mobiliser pour accueillir nos léopards qui arrivent dimanche plutôt à 8 heures par l'aéroport d'Endjili pour les manifestations festives marquant la qualification de la République démocratique du Congo à la prochaine Coupe du Monde. Commencée à 15h10, la réunion du Conseil de ministres a pris fin à 17h36. Je vous remercie.